Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur votre chaîne. Le gouvernement de la République, par l'entremise du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a décidé, vous le savez, de la reprise des cours à partir de ce lundi 3 août 2020. Du côté du syndicat des enseignants du Congo, SIECO, on exige la prise en considération de revendications des enseignants par l'autorité compétente. Les enseignants ont organisé ce jeudi 30 juillet 2020 un sit-in devant les cabinets du ministre Willy Bakonga. Bonanzinga et Héritier Toubilandou étaient sur les lieux pour le compte des Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. À quelques jours seulement de la reprise des activités scolaires, conformément au calendrier publié par les ministres des tutelles, le syndicat des enseignants du Congo SIECO alerte sur la situation de leurs revendications qui semblent être foulées aux pieds par les autorités, notamment le non-paiement de nouvelles unités appelées communément NI et la prise en charge de teneurs de craie ayant atteint l'âge de la retraite. C'est ainsi qu'ils ont manifesté ce jeudi devant les cabinets de Willy Bakonga, ceci en attendant la décision de l'Assemblée générale qui devra se tenir avant la date du 3 août prochain, prévue pour la rentrée scolaire. Première chose, c'est ce qui concerne la consolidation de la gratuité qui est la plus grande réforme jamais vue dans notre pays. C'est-à-dire ceci, que nous déplorons le non-paiement des enseignants NU. Nous déplorons le vieillissement de la classe enseignante, c'est-à-dire plusieurs enseignants qui ont déjà atteint l'âge de la retraite sont abandonnés à leur propre triste sort. Nous avons les problèmes des grades et des échelons des enseignants supprimés par les SECOP de listing. Nous avons les problèmes de la gestion de 800 millions de dollars alloués au salaire des enseignants par la Banque centrale, par la Banque mondiale, je m'excuse. Et lorsque vous rentrez dans l'accord de Bibois, vous allez trouver qu'il était question au premier chapitre, au premier article plutôt, de convoquer une commission paritaire depuis le mois de février 2020 et de mettre en place un comité de suivi pour le déroulement du contenu de ces protocoles d'accord. Espérons que les cris d'alarme retiendra l'attention des autorités. Politique à présent, la réforme électorale en République démocratique du Congo. Vous le savez, un groupe de 13 personnalités ont entamé des consultations auprès des leaders politiques de la République démocratique du Congo pour éviter des contestations des résultats dans chaque cycle électoral. Ils ont échangé mercredi avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez. Et comme je vous ai dit, le 11 juillet 2020, nous avons lancé un appel signé par 13 personnalités, toutes tendances confondues, et même de la société civile, pour inviter l'ensemble de la communauté nationale à enclencher un processus apaisé, un processus consensuel pour des réformes électorales, afin que nous puissions stabiliser notre système politique, au lieu de nous jeter dans la rue, de créer ou de faire couler les sangs inutilement. Il est possible entre citoyens d'un pays civilisé de discuter et de trouver un consensus sur les réformes essentielles. Il ne s'agit pas simplement de la loi électorale, il s'agit déjà du cadre
constitutionnels et juridiques. C'est-à-dire, il y a des aspects dans la Constitution, au-delà des dispositions verrouillées de l'article 220, qui exigent une requalification et des ajustements. Et à côté de la Constitution, il y a la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, qui est génératrice d'un certain nombre de dysfonctionnements et des tiraillements au sein de la classe politique. Et enfin, il y a la loi électorale où il y a lieu de rediscuter sur certaines options techniques, notamment le mode de scrutin, sur le contentieux, sur les opérations électorales, de manière à atteindre un peu plus de transparence, un peu plus de neutralité, un peu plus d'impartialité et un peu plus de crédibilité, d'intégrité. Au-delà de cela, il y a aussi des aspects programmatiques en matière financière, parce que vous ne pouvez pas lancer un processus électoral sans que vous ayez l'assurance d'un financement pluriannuel. Au-delà de ça, encore, il y a des questions périphériques telles que la situation de la loi sur les partis politiques, sur les financements des partis politiques. Et toutes ces questions doivent faire l'objet de discussions pour que nous puissions avoir la même vision sur l'importance des élections et la nécessité d'avoir des institutions non contestées et non contestables. La réponse du président de la République? Oui, c'est le chef de l'État, il nous a écoutés et il nous a demandé de continuer les discussions. Nous ne sommes pas dans un cadre extra-institutionnel. Nous allons travailler et je crois que la primeur de nos contacts, de nos réflexions sera réservée au chef de l'État. Mais pour le moment, nous sommes tout simplement au niveau initial et nous sommes déjà heureux qu'il puisse nous avoir accueillis et surtout entendus. Et parlant justement de cette démarche de ces 13 personnalités politiques congolais, Robert Nkoumou de l'UDPS dit désapprouver cette démarche. Pour ces derniers, il faudrait tout simplement appliquer les recommandations reprises dans l'accord global inclusif. Il est ici interrogé par Bonheur Nzinga. Membre de la commission électorale permanente de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux IDPS, Robert Nkoumou s'est dit défavorable à la démarche des 13 signataires de la lettre du 11 juillet adressée au chef de l'État, avec pour objectif obtenir la réforme électorale. L'accord global inclusif avait prévu que toutes les institutions citoyennes soient gérées par la société civile, la CENI compris. Mais les belligérants, quand ils arrivèrent à l'exécution de l'accord global inclusif, constata que la classe politique, il ne serait pas possible de nourrir tous leurs membres au gouvernement, ils prirent les institutions citoyennes si on avait respecté l'accord global inclusif. Et toutes les institutions citoyennes, notamment la CENI, la CI, l'autorité des médias, la CIDH, Vérité et Réconciliation, si ces institutions citoyennes étaient gérées par la société civile, je crois qu'on ne serait pas aujourd'hui. En politisant la CENI, on est rattrapé. On n'avait pas écouté, Tshisekedi. Bien que mort, il avait dénoncé il y a 20 ans, 17 ans, lors de l'accord global inclusif, la République est rattrapée. La CENI aujourd'hui est politisée. On doit retourner au point du départ. Que la CENI soit apolitique. La CENI soit apolitique. Là, il faut voir toute la CEDA et ce n'est pas maintenant.
La Cour des comptes annonce pour le mois d'août prochain l'audit des finances de la Commission électorale nationale indépendante. C'est ce qui ressort de la rencontre ce jeudi 30 juillet 2020 entre les membres du comité laïque de coordination et les mouvements citoyens avec les membres de la Cour des comptes. Michel Koyapa, Yves Lechouangue, images et commentaires. Le comité laïque de coordination et les mouvements citoyens partenaires, outre l'exigence de réformes électorales avant la désignation des animateurs de la CENI, émettent depuis un certain temps des préoccupations au sujet, entre autres, de l'audition du rapport d'activité de la CENI par l'Assemblée nationale et aussi l'audit des finances de cette centrale électorale dirigée par un bureau fin mandat depuis l'année passée. Cette décembre, ce jeudi 30 juillet 2020, à la Cour des comptes s'inscrit dans cette démarche citoyenne de transparence et de rédévabilité pour leurs gestionnaires et a permis justement aux membres du 7C et des mouvements citoyens partenaires de se faire une idée claire de l'état de la situation sur l'audit des comptes de la centrale électorale, indique Maître Hervé Diakessé, le porte-parole. Et il ressort des échanges que nous avons eus avec les présidents de la Cour de compte les constatations suivantes. Premièrement, la Cour de compte, au regard de la loi, était déjà saisie de la situation de la CENI. Pour ce faire, elle n'avait pas besoin d'avoir physiquement le rapport de la CENI. Avec ou sans rapport de la CENI, la Cour de compte a dans sa programmation, à la fin notamment de chaque exercice et surtout à la fin des opérations de la CENI qui est fin un mandat, la prérogative d'exercer son audit. Et de ce fait, la plupart des éléments dont elle a besoin sont déjà à sa possession, puisqu'il s'agit globalement de fonds du Trésor, de fonds du budget de l'État, et tous ces fonds sont traçables. Maintenant, le président nous a rassuré que n'eût été la pandémie liée au Covid, dans leur programmation d'activité annuelle, la Cour des comptes avait déjà prévu une descente à la CENI pour procéder maintenant au contrôle effectif des comptes. Et que cette question demeure à l'ordre du jour, sans préjuger réellement sur les calendriers, mais il ressort de ces entretiens que le mois d'août sera le mois le plus idéal pour lequel la Cour des comptes entend justement auditer les comptes de la CENI. Le deuxième élément qui nous préoccupait, c'était de savoir si au-delà des comptes de notre trésor ici, les autres marchés passés par la CENI qui, vous savez, ont défrayé la chronique, notamment les questions liées aux machines à voter, entrent dans les prérogatives de la Cour de compte pour son audit. Et la réponse a été positive. On sait que l'ensemble des comptes qui a permis l'organisation du processus électoral, donc les fonds appartenant à l'État, que ce soit des marchés passés à l'extérieur ou des marchés internes, sont de l'apanage de la Cour de compte et doivent entrer dans l'audit de la Cour de compte. Nous demeurons vigilants, nous demeurons activement vigilants et les cas échéants, nous en appellerons à la collaboration, y compris internationale, de tous les éléments dont on peut disposer qui peuvent permettre à la Cour de compte d'avoir suffisamment d'informations et d'éclairage sur tout ce qui s'est passé éventuellement à l'extérieur. Et nous verrons à ce que la Cour fasse son travail en toute sérénité et soit dotée des moyens nécessaires quand même. C'est ce qu'on appelle une vigilance et un contrôle citoyen, car l'avenir des élections crédibles et transparentes en dépend, et surtout d'une CENI véritablement indépendante, à l'abri de controverses. Il réclame le paiement de 9 mois d'arriérés des salaires et les frais d'installation. Eux, ce sont les députés provinciaux des 26 provinces de la République démocratique du Congo qui ont observé ce mercredi à la primature et au ministère des Finances un sit-in. Michel Koyapa, Yves Lechouangue. La détermination du caucus des députés provinciaux de 26 provinces de la RDC ne faiblit pas face à ce qu'il qualifie d'injustice de la part des autorités gouvernementales. 9 mois d'arriérés des salaires et des frais d'installation non payés, c'est inacceptable, dit ce groupe de députés qui a été reçu ce mercredi au ministère des Finances et à la primature. Oui, c'est normal, si vous nous avez vus au ministère des Finances, c'est pour la suite de ce que nous avons commencé à réclamer devant la presse depuis la semaine passée.
Ce sont les 26 provinces, les 26 assemblées provinciales de la RDC réunies en collectif, dont nous représentons, et nous sommes en train de réclamer nos arriérés de 9 mois. Allez-y comprendre, depuis que nous sommes là, il y a au moins 9 mois. D'abord, des émoluments modiques qu'on nous paye, et ça, on nous le prive aussi pendant 9 mois. C'est pourquoi nous nous sommes dit, on ne peut plus croiser les bras. Ça ne sert plus à rien de rester dans nos provinces respectives pour venir à Kinshasa. Comme c'est Kinshasa qui organise tout, qui fait tout, qu'on vienne ici pour réclamer d'abord notre installation en premier lieu, et deuxièmement les 9 mois d'arriérés. C'est pourquoi nous sommes allés aux finances, comme c'est le ministère des Finances qui paye. Le budget nous a dit qu'il a déjà tout liquidé. Donc, lorsqu'il liquide, cela veut dire qu'il faut voir les finances, parce que c'est les finances qui ordonnent. C'est comme cela que nous sommes allés. Ne pas payer les députés provinciaux, c'est condamner les provinces à l'abandon, affirme-t-il. Alors que nous venons du ministère des Finances, on a émis des documents de demande de paiement, mais ça n'a jamais été payé. Voilà ce que nous révélons à notre population, contrairement à ce que les gens voient dans les médias. Jamais on a payé. On nous dit aujourd'hui qu'il y a des priorités. Et quand nous vérifions des priorités, ce sont des ministères du gouvernement central, c'est toujours la ville de Kinshasa qui est en priorité et les provinces sont sacrifiées. C'est comme ça que nous prenons à témoin notre population, que la misère qu'ils sont en train de vivre, c'est le gouvernement central, raison pour laquelle nous les élus, nous avons accepté aujourd'hui, s'il faut passer la nuit ici, nous allons passer la nuit ici pour que le Premier ministre nous reçoive et qu'il nous dise pourquoi nos provinces ne sont pas en priorité dans son gouvernement, dans sa gestion. Nous souffrons, nous les députés provinciaux. Moi, je me pose des questions. Donc le Congo, c'est rien que Kinshasa? Je ne pense pas. Parce que nous, c'est nous qui travaillons beaucoup. Si vous allez au niveau des provinces, c'est nous qui sécurisons la province. Nous t'étons, les provinciaux. Bien que les nationaux travaillent. Et nous aussi, les provinciaux travaillent. Comment est-ce qu'on fait l'injustice? Vivement une solution à cette situation. Nous allons à présent parler de l'Association des chauffeurs du Congo qui s'est réunie ce mercredi 29 juillet 2020 à l'espace Suzanella dans la commune de Kalamou pour évaluer les retombées de la pandémie des coronavirus dans les secteurs des transports en commun. C'est-à-dire l'association des chauffeurs du Congo, elle a sensibilisé ses membres, les conducteurs des véhicules en commun, au respect du port des masques par les clients à bord de leurs véhicules. Dadi Luindamo et Nio Apezo nous signent ces reportages. Les membres de l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO, ont eu une réunion le mercredi 29 juillet 2020, au cours de laquelle ils ont évalué les conséquences de la pandémie de la COVID-19 qui a touché presque tous les secteurs de la vie en RDC. Ce virus n'a pas épargné le secteur des transports en commun. Jean Moutombo, président de cette structure, a circonscrit les difficultés liées à cette association suite aux mesures du gouvernement provincial relatives à la publication de la grille tarifaire des transports en commun. Le numéro 1 de l'ASECO a en outre rappelé à ses membres de respecter les mesures barrières, combien même que le chef de l'État a procédé à la levée de l'état d'urgence sanitaire. Nous avons appelé le dirigeant de l'ASECO ville-province de Kinshasa pour leur transmettre le message premièrement sur la levée de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État et le déconfinement du secteur de transport. Et là, nous avons rappelé aux membres de l'ASECO ville-province de Kinshasa et aux chauffeurs de la ville-province de Kinshasa de respecter le geste barrière. Je crois que vous allez voir dans les images, nous étions avec son excellence le ministre provincial des Transports, où nous avons fait une tournée dans la ville province de Kinshasa pour sensibiliser les chauffeurs. Donc c'est ce que nous avons amené aussi ici, pour leur dire à respecter les mesures barrières et à respecter l'arrêté tarifaire de son excellence monsieur le gouverneur de Kinshasa, tout en fixant le prix du transport et l'itinéraire à bord de leur véhicule. Il faut leur amener à la sensibilisation. Donc tout conducteur doit mettre son masque et en plus de ça, les passagers qui sont à bord, en principe, doivent aussi les mettre. Pour le fait que nous devons d'abord, dans un premier temps, nous protéger et protéger les autres. Cette réunion s'est clôturée par un jeu de questions-réponses.
Suspendus pour avoir réclamé les paiements de leurs arriérés des 18 mois des salaires, 3 membres du collectif des régulateurs et contrôleurs du comité chargé des suivis du programme gouvernemental Esprit des Vies appellent les autorités à les rétablir dans leurs droits. Ces derniers disent avoir épuisé toutes les démarches administratives sans succès. Bonheur Nzinga. Ils sont 3 au total. Ces agents, suspendus depuis octobre dernier, sont membres du collectif des régulateurs et contrôleurs, comité chargé de suivi des 18 mois d'arriérés du programme gouvernemental dit Esprit de Vie. Ils sont tout simplement victimes d'injustice à cause de leurs revendications, tonne Joseph Kajingulu, porte-parole de ces comités, qui revient également sur les démarches déjà menées par eux auprès des autorités congolaises. Présenter tous les personnels aux différentes institutions en réclamant les 18 mois d'arriérés au sein du programme gouvernemental dit Esprit de Vie. Aujourd'hui, nous sommes venus devant vous pour dénoncer l'injustice, ce qui se passe au sein du programme gouvernemental dit Esprit de Vie. En réalité, les comités du collectif avaient saisi le président de la République, qui ces derniers, à travers les directeurs de cabinet, a mis les annotations sur notre courrier. Nous avons été reçus par les directeurs de cabinet adjoints à l'époque, l'actuel directeur Aïe et Béran Kolongele. Nous avions travaillé. Si vous me regardez à mes mains, j'ai des invitations de la présidence de la République. Des invitations de la présidence de la République. Après ces invitations, il y a les PV que nous avions signés avec la présidence de la République. Ces PV, il y a la signature de l'assistant, les coordonnateurs de tous les assistants du DIRCABA Aïe du chef de l'État. Le mémo qui avait saisi le président de la République, le mémo est là. Il y a aussi la liste de régulateurs et contrôleurs et leurs contributions. Si vous regardez, mes collègues, ils détiennent les documents, la liste de tout le monde. En fait, hier, nous apprenons, les amis ont requis l'anonymat pour dire, messieurs les coordonnateurs actuels, il a appelé les gens pour signer les mémos qu'il a lui-même conçu et son cabinet pour les imposer. À dire, retirons confiance en nos délégués. Bon, nous ne sommes même pas là à ce qui concerne leur confiance. Nous demandons seulement que ces dossiers aient été traités au sein du cabinet du chef de l'État, que ces dossiers trouvent solution. Batou, nous sommes allés réclamer les 18 mois d'arriérés. Le 4 octobre 2019. Et ils ont pris la décision à 18 heures, que jusqu'à présent nous ne sommes même pas notifiés de cette décision, pour dire vous êtes suspendu à une durée indéterminée. Une sanction qui n'existe pas dans la nomenclature des sanctions en droit positif congolais. Selon les nouvelles en notre possession, il aurait dit, M. Fabien, que nous sommes les éléments gênants. Nous sommes dans un état de droit. Le cabinet du chef de l'État est responsable de tout ce qui va nous arriver. Une situation qui nécessite donc l'implication active du ministère sectoriel. Question de trouver la solution à les revendications. Santé à présent, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, le ministère de la Santé publique de la RDC vient de lancer la campagne de vaccination contre le choléra à Uvira dans la province du Sud Kivu. Cette activité qui cible plus d'1 million de personnes à travers 59 aires de santé ira du 29 juillet au 2 août prochain. Plus de détails sur cette activité dans ce reportage signé Nancy Leka. Plus d'1 million de personnes d'une année et plus sont attendues pour être vaccinées contre le choléra à Uvira, dans le sud Kivu, du 29 juillet au 2 août 2020, à travers une campagne de vaccination organisée par le ministère de la Santé publique avec l'appui de l'OMS. Au total, 59 aires de santé ont été retenues dans les 5 zones de santé concernées de la province du sud Kivu, à savoir Fizi, Idri, Minova, Ndundu et Uvira. La plupart de ces zones de santé sont entourées à la fois par les lacs Kivu et Tanganyika, une région considérée comme endémique au choléra.
Sachez que les 5 zones de santé avaient été fortement touchées par des inondations en avril dernier à la suite des pluies diluviennes et ont fait des dizaines de morts et occasionné d'importants dégâts matériels. Et Gavi a mobilisé plus d'1 million de doses de vaccins oral dans le cadre de cette campagne afin de mobiliser le plus largement possible. Les députés et les membres de la société civile du Sud Kivu ont été également mis à contribution pour la réussite de cette activité de vaccination. Cette campagne de vaccination orale contre le choléra dans le Sud Kivu rappelle que la RDC n'est pas seulement confrontée à Ebola dans la province de l'Équateur et à la COVID-19 dans 15 de ces 26 provinces, mais aussi au choléra et à la rougeole, des épidémies qui tuent en silence et pour lesquelles nous devons nous mobiliser davantage, a souligné Dr Amédée Prosper Djigumde, chargé de bureau de l'OMS pour la RDC, précisant que dans ce contexte marqué par la pandémie de COVID-19, les gestes barrières seront strictement observés durant la dite campagne. Santé toujours, la ministre provinciale de la Santé pour la ville-province de Kinshasa a procédé ce jeudi 30 juillet 2020 à l'inauguration de la morgue de l'hôpital de référence Mère et Enfants situé dans la commune de Ngaba, œuvre de la Fondation Apine à la morgue du Congo AMC Nancy Leka pour plus de détails. Une ambiance tout à fait particulière a régné ce jeudi 30 juillet 2020 lors de l'inauguration de la morgue de l'hôpital de référence Mère et Enfants situé dans la commune de Ngaba. Cette morgue est l'œuvre de la Fondation Appui à la morgue du Congo AMC avec une capacité de plus de 70 personnes. Kouma Ilunga, coordonnateur de la Fondation AMC, explique les motivations qui l'ont poussé à construire la dite morgue. Au cœur du XXIe siècle, le monde a pris une nouvelle dimension dans tous les axes de la vie. Nous, AMDC, nous nous inscrivons sur cette ligne droite de la modernisation des lieux de conservation de nos êtres chers pour qui le Seigneur rappelle auprès de lui. Au regard du principe de la vie et de la mort, l'AMDC étant une structure d'appui à la morgue du Congo, ne mesure sur ses moyens, connaissances et contacts, envie de promouvoir ces secteurs aussi importants de notre vie, le plaisir de mettre à la disposition de la population, ce jour n'a rien à envier aux autres renoms disséminés à travers la ville et surtout qui répond aux standards internationaux. La ministre provinciale de la Santé qui en a donné le go a apprécié à juste valeur la construction de cette œuvre qui permettra de conserver les morts dans des meilleures conditions. L'inauguration d'une telle structure mortuaire contribue à la résolution des problèmes de logement mortuaire des communautés de la commune de Ngaba ou du district de Moamba et aussi aux éventuelles difficultés de services funèbres dues à une demande de plus en plus forte dans cette contrée de la capitale. Au regard de ce qui précède et pour soulager certains problèmes de sa population, les habitants de la commune de Ngaba se disent flattés de cet honneur leur fait par la Fondation AMC. Et à présent, nous allons lire les journaux parus ce jeudi 30 juillet 2020 à Kinshasa. Place donc à la revue de presse dans une sélection et commentaires de Maxime Makabo. Succession des Lugi Gizenga, confusion au parti Lumumbiste unifié, c'est avec ce titre en manchette des forums des As que s'ouvre cette revue de presse. Ainsi renseigne les quotidiens, la succession à la tête du Palou divise cette formation politique de masse affaiblie depuis plusieurs années à la suite d'une guerre de leadership qui succédera donc au défunt Lugi Gizenga au poste de secrétaire permanent et porte-parole du Palou. La question est pour l'instant sans réponse, révèle le journal. Bien plus, les cadres du parti divisés sur ce sujet ne mettent pas sur la même longueur d'onde. Bien au contraire, le point de vue diverge. Toutefois, poursuit la source, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, indépendamment du choix du bureau politique du Palou, a cru mettre définitivement fin au suspense. Erreur, à en croire les confrères, dans une correspondance adressée mercredi au chef du Palou, Gilbert Kankonde a dit prendre acte de la désignation
de Godefroy Mayobo au poste de secrétaire permanent AI et porte-parole du parti. Pendant ces temps, Pili Pili indique à sa une que l'héritage inaliénable légué à la gauche congolaise par l'immortel et vénérable Antoine Gizenga, le Palou reste un, uni, indivisible et légaliste. L'alliance FCC-CAJ, c'est fini, s'exclame la percée en vitrine pour qui la politique de petits pas menée par le président Tshisekedi suscite désormais des grandes vagues. En effet, alors que le chef de l'État élargit progressivement sa sphère de pouvoir en grignotant celle de son allié, à savoir la coalition FCC, cette dernière, après un assez long silence, vient de répliquer par une note à la fois juridique et sanglante, relève les tabloïds qui rappellent en effet les nécessaires concertations qui doivent être menées entre le président de la République et son premier ministre, aussi les domaines de collaboration entre le président et les chefs du gouvernement, dont la sécurité, les affaires étrangères et la défense. C'est tout pour cette revue de presse. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.